Invité ce soir nous éclaire le ministre conseiller juridique et directeur de cabinet adjoint du président de la République, Sidi Alpha Dia, qui est donc notre invité. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, Mme Manouchka. Je vous remercie pour l'invitation. Exactement. Alors, ces avant-projets de loi traduisent des promesses, bien sûr, tenues lors des dialogues de 2024 et 2025, n'est-ce pas? Oui, on peut dire qu'on peut partir d'un triptyque. Le point de départ, c'est le programme présidentiel du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été plébiscité par le peuple. Et ce programme présidentiel a été repris dans le programme de législature pour l'élection des députés, pour l'élection du 17 novembre 2024. Donc le point de départ, c'est un programme politique, présidentiel et législatif qui a été mis en œuvre. Outre le point de départ, il y a une forme d'inspiration idéologique des réformes. L'inspiration idéologique des réformes, comme ce sont des réformes qui émanent d'un programme politique, l'idéologie, c'est celle du parti passif qui porte le régime. Et cette idéologie-là, elle a également, cette réforme a aussi d'autres sources d'inspiration. Les assises de 2009, la CNRI de 2013. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, quand il était candidat, il a signé le pacte de bonne gouvernance au mois de février 2024. Il y a aussi, pour finir de triptyque, une méthodologie qui a été celle du président, qui est d'organiser 2 assises. Un dialogue national sur la justice en 2024 et un autre dialogue national sur le système politique. Et ces 2 assises ont donné lieu à 2 comités ad hoc chargés de transformer les recommandations consensuelles des assises en textes juridiques. Et à la suite de cela, il y a eu un comité de lecture, de relecture des textes, qui a été présidé par le Premier ministre, Ousmane Sonko, et les textes qui ont été soumis des avant-projets résultent de cette méthodologie-là, qui a été celle du président de la République, qui est une méthodologie de consensus, de démocratie participative, d'ouverture, en ce que toutes les forces vives de la nation étaient invitées aux 2 dialogues pour donner corps à ces réformes qui aujourd'hui voient le jour. Alors ces réformes, il s'agit de 4 avant-projets de loi. Comment les comprendre en français facile? Il y a un avant-projet de loi qui porte sur la révision de la Constitution. Je parlais tout à l'heure du programme présidentiel de 2024. On peut même aller plus loin. Le programme Jotna pour la présidentielle de 2019. Le candidat Ousmane Sonko en parlait aussi. Et le projet de révision de la Constitution porte sur quoi? Porte sur le rééquilibrage des pouvoirs au sein de l'exécutif. L'article 42 a toujours permis au président de la République de définir exclusivement la politique de la nation. Absolument. La définition de la politique de la nation se fera en concertation avec le Premier ministre. Il y aura également d'autres nouveautés. Par exemple, dans le préambule de la révision de la Constitution, la référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été retirée et en lieu et place, il a été intégré la charte du Mandé pour rappeler les cosmogonies juridiques africaines. Il y a d'autres nouveautés telles que l'inclusion numérique, d'autres nouveautés telles que la possibilité pour le Premier ministre de saisir la Cour constitutionnelle, d'autres nouveautés comme la création de la Cour constitutionnelle, d'autres nouveautés comme l'interdiction faite au président de la République d'être chef de parti ou chef de coalition de parti, d'autres nouveautés qui finalement permettent au président sortant, à la suite d'un scrutin présidentiel, de ne plus prendre des décisions qui engagent substantiellement l'État en termes de conclusion de contrat, de conclusion de convention, en termes de finances publiques, etc. Donc, ce sont des réformes qui permettent véritablement d'asseoir et de consolider notre État de droit pour ce qui concerne la révision de la Constitution. Et outre la révision de la Constitution, il y a également la création d'une Cour constitutionnelle. La création d'une Cour constitutionnelle avec quelques nouveautés comme le passage de 7 à 9 juges, l'augmentation, l'intensification, l'enrichissement des compétences de la Cour constitutionnelle. Et je pense que c'est quand même des innovations de taille historique qu'il faut soulever. Alors, en quoi toutes ces réformes contribuent à renforcer notre démocratie? Je vais vous donner un exemple. La création d'une commission électorale nationale indépendante est une vieille revendication des acteurs politiques, de la société civile, de toute la classe politique des Sénégalais en somme. Avec ces réformes, il sera créé une commission électorale nationale indépendante qui aura pour principale mission de détacher l'organisation des élections du ministère de l'Intérieur. C'est un gage de transparence. C'est un gage
de consolidation d'état de droit en ce que l'organisation des élections présidentielles et législatives ne seront plus confiées au ministère de tutelle. Et ce détachement organique a toujours été une arlésienne qui a traversé tous les régimes politiques au Sénégal et c'est enfin une revendication qui voit le jour. Entre autres innovations, il y a la loi sur les partis politiques également qui permet de mieux rationaliser notre paysage politique qu'il ne l'est actuellement. Absolument. Alors, est-ce qu'on peut affirmer, Monsieur le ministre, que la démarche du président de la République est en adéquation avec les propositions des acteurs concernés? Oui, parfaitement. Il y a une adéquation totale parce que les avant-projets ne tombent pas du ciel. C'est le résultat du programme du candidat, le résultat de deux dialogues nationaux qui ont été organisés, de consensus forts, de recommandations consensuelles qui ont vu le jour. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve la proposition de loi des députés de la majorité. Des députés de la majorité. Il y a une forte identité de vue, parce que PASTEF était dans le dialogue également, a participé à ce consensus. Il y a une forte identité de vue, d'opinion, de doctrine entre la proposition de loi des députés de PASTEF et la proposition et le projet de loi portant création ou portant adoption d'un nouveau code électoral. Les articles sont les mêmes, les articles sont écrits de manière identique. Et dans la proposition de loi des députés PASTEF, il y a 17 infractions qui sont visées en termes de déchéance. Ces 17 infractions sont visées dans le code électoral. La peine d'1 mois de prison, c'est la peine d'1 mois de prison qui est dans l'avant-projet de code électoral, y compris la période pendant laquelle la personne qui est privée de ses droits électoraux, c'est-à-dire 5 ans, peut rester sans voter. C'est la même période, c'est la même temporalité pour dire qu'il y a une forte identité de vue entre l'avant-projet de loi portant adoption d'un code électoral et la proposition de loi qui émane des députés de la majorité. Et justement, par rapport à ça, vous avez sans doute suivi ces parties-là, ces parties prenantes, notamment la société civile, on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, qui demande le report de l'examen de cette proposition de loi parce qu'il n'y aurait pas eu consensus ou discussion inclusive avec toutes les parties prenantes. Je dirais 2 choses à propos des revendications de la société civile. La première, c'est que la société civile a participé massivement aux 2 dialogues. La société civile a été présente dans la composition des comités ad hoc qui ont été mis en place par le président de la République pour transformer, pour matérialiser les recommandations consensuelles des assises. Donc la société civile a été protagoniste de ces avant-projets. Et la seconde chose que j'aimerais dire, que dans une démocratie normale, il n'appartient pas à la société civile de gouverner. La société civile ne doit pas avoir d'appétence pour décider, d'appétence pour gouverner. Elle doit accompagner, elle doit être consultée et elle a été consultée, mais la décision finale dans une démocratie, dans un état de droit, et c'est ce à quoi nous croyons, c'est que ce sont les dépositaires du pouvoir qui prennent les décisions et les dépositaires du pouvoir. Le régime en place a pris des décisions, notamment le président de la République, en se concertant avec la société civile, toute chose qui a été faite à travers des 2 dialogues. Mais la décision finale n'appartient pas à la société civile, mais appartient aux dépositaires du pouvoir. C'est ça. Merci beaucoup, Sidi Alpha Ndiaye. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller juridique et directeur de cabinet adjoint du président de la République. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre invitation.